Dans cette vidéo, nous allons voir que la structuration sociale est amenée à évoluer. Nous allons notamment nous interroger sur la pertinence du concept de classe sociale pour décrire la réalité sociale selon les époques. Le sociologue Henri Mandras s'est attaché à montrer que les frontières de classe sont de moins en moins nettes. Il a soutenu la thèse d'une moyennisation de la société dans son ouvrage La Seconde Révolution française, paru en 1988. Pour lui, les multiples transformations qu'a connues la société française des années 1960 aux années 1980 ont tellement bouleversé la structure sociale qu'il les compare à une seconde révolution française. Le principal changement qu'il repère réside dans le passage d'une structure sociale de classe à une structure sociale faite de strates où l'on assiste à une moyennisation. La moyennisation est un processus initié après la Seconde Guerre mondiale, pendant la période des Trente Glorieuses. Il a différentes causes. La première est l'enrichissement de la société française. Cet enrichissement permet une réduction des inégalités économiques, de revenus, de patrimoine. Il y a ainsi moins d'écart d'un point de vue économique entre les individus. Le deuxième phénomène est la démocratisation scolaire, quantitative, qui a permis à de nombreux Français d'origine populaire d'accéder aux études. Cela a entraîné la hausse de la qualification des individus qui a favorisé la mobilité sociale pour les personnes d'origine populaire. Ces derniers ont ainsi pu intégrer de nouvelles catégories socio-professionnelles, comme celles des cadres et des professions intermédiaires, et ont vu dans le même temps leurs revenus augmenter. Le processus de moyennisation s'accompagne également de mutations sectorielles importantes. On peut ainsi observer qu'il y a une tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire que l'on s'achemine progressivement vers une économie de services, qui s'est traduite par une diminution du nombre d'ouvriers. Ces derniers représentaient 40% de la population active en 1970 contre 25% en 2005. Cela s'est fait au profit des professions intermédiaires ou des cadres. Enfin, l'essor des médias de masse a également contribué à la moyennisation. En effet, le développement de ces médias a entraîné des phénomènes de diffusion culturelle et le développement d'une culture de masse, notamment avec l'essor de la télévision et de la radio notamment. Mandras explique également que les classes moyennes s'imposent à travers de nombreux éléments comme l'éducation des enfants, on parle aujourd'hui d'enfants rois, le comportement démographique, le fait d'avoir 2 enfants par famille, et l'importance également de la consommation qui est liée au confort. Les individus de la classe moyenne cherchent à améliorer leur confort. Mandras représente ainsi la société sous forme de toupie. La toupie représente la société dans son entièreté et est composée de constellations qui représentent les différents groupes sociaux. Le terme constellation désigne une ou des catégories sociales qui diffèrent de la classe sociale au sens de Karl Marx. On retrouve dans la constellation populaire la plupart des ouvriers ainsi qu'une partie des employés. Aujourd'hui, ouvriers et employés sont proches par leur niveau de revenu, par leur niveau d'éducation et par leurs conditions de travail. Selon Mandras, cette constellation représente environ 50% de la population. Dans la constellation centrale, on retrouve les cadres supérieurs et les professions intermédiaires. Ils représentent environ un quart de la population active et se caractérisent par des niveaux de revenus supérieurs à la moyenne, mais également par une qualification supérieure à la moyenne et surtout par une forte mobilité sociale. On retrouve également le groupe des indépendants, qui regroupe les artisans et les commerçants, ainsi que les deux extrémités de la toupie, qui sont l'élite et les pauvres, qui sont nombreux. Selon Mandras, le groupe le plus important est la constellation centrale, qui va exercer sur les autres groupes une certaine force d'attraction, notamment en provenance des constellations populaires et indépendantes. Nous avons donc pu voir que certains sociologues, comme Mandras, expliquent que les classes sociales ont eu tendance à disparaître pendant les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975, notamment sous l'effet de la moyennisation. Cependant, certains sociologues, comme Olivier Schwartz, remettent en question cette idée d'une disparition des classes sociales. En effet, ils repèrent plutôt le maintien d'une structure de classe. Olivier Schwartz parle ainsi de classe populaire
pour désigner le regroupement des employés et des ouvriers. Cette classe populaire est définie comme un groupe dominé culturellement et économiquement par rapport aux classes dominantes. Les ouvriers et les employés ont en commun d'avoir des rémunérations modestes ainsi que des postes à faible responsabilité hiérarchique ou marqués par une certaine précarité. La classe ouvrière, très importante pendant les Trente Glorieuses, s'est donc fondue dans cette nouvelle classe. La question qui reste posée est de savoir si cette classe est une classe pour soi, au sens de Karl Marx. Il semblerait que la conscience de classe soit assez faible au sein des classes populaires, comme en témoigne par exemple la dispersion du vote ouvrier aux différentes élections. De son côté, la bourgeoisie reste une classe en soi et une classe pour soi. C'est ce que montrent notamment Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot dans leur ouvrage Les ghettos du Gotha. Selon eux, l'aristocratie et la grande bourgeoisie défendent farouchement et collectivement leurs privilèges et se comportent donc comme une classe particulièrement mobilisée. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre des stratégies pour conserver et transmettre le patrimoine, mais également des stratégies matrimoniales à travers l'organisation de rallyes qui visent à faire en sorte que les enfants de la bourgeoisie et de l'aristocratie puissent se rencontrer. Cette classe sociale est donc une classe fortement mobilisée, caractérisée par un certain entre-soi. Par ailleurs, on remarque que les inégalités économiques restent très fortes. En 2007, il fallait encore près de 200 ans à un ouvrier pour rattraper le niveau de vie d'un cadre. Les inégalités sociales restent également très fortes. Ainsi, en 2012, 31% des ouvriers ont lu au moins un livre dans les 12 derniers mois, contre 80% des cadres. Il est possible de représenter la dynamique de la structuration sociale à travers la spirale des classes sociales. Ce schéma a été proposé par Louis Chauvel et permet d'articuler la dimension objective des classes sociales, c'est-à-dire l'intensité des inégalités dans la société, et la dimension subjective, c'est-à-dire l'intensité des identités ou encore la conscience de classe. Selon les époques, les classes sociales n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il est possible ainsi de mettre en évidence une spirale des classes sociales de 1830 au début des années 2000. Louis Chauvel repère en 1830 ce qu'il appelle une situation d'aliénation. Cette situation est caractérisée par une forte intensité des inégalités économiques et sociales, ainsi qu'une faible intensité des identités, c'est-à-dire que les classes sociales ne se reconnaissent pas comme des groupes mobilisés. À cette époque, on est au début de la révolution industrielle et la classe ouvrière n'est pas encore un groupe soudé. Cependant, peu à peu, les classes sociales latentes vont se structurer comme des collectifs, notamment à travers la mise en place de bassins ouvriers, miniers ou de grandes usines. On va assister progressivement à la création d'une identité de classe, notamment pour la classe ouvrière. On a ainsi des classes en soi et pour soi, c'est-à-dire des classes qui existent objectivement à travers de fortes inégalités et qui sont marquées par un fort sentiment d'appartenance. Suite à la Seconde Guerre mondiale, le compromis égalitaire permet de contenir la lutte des classes. L'État-providence, les politiques de redistribution et la progression des revenus les plus modestes vont permettre une réduction de l'intensité des inégalités. Dans le même temps, la conscience d'appartenance à une classe sociale reste forte. On parle de victoire du prolétariat pour caractériser le fait que la classe ouvrière est à cette époque une classe pour soi qui réussit à faire valoir ses intérêts. Cependant, le déclin des inégalités a tendance à atténuer la conscience de classe. On se rapprocherait donc, au début du XXIe siècle, d'une société sans classe. Malgré tout, il est difficile de prévoir la suite de la spirale. Divers scénarios sont possibles, notamment en fonction de l'évolution de l'intensité des inégalités dans la société française.